Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que nous commencions, au moins pour l'introduction, en attendant que d'autres personnes se joignent à nous, pour éviter de perdre trop de temps dans ce programme extrêmement chargé pour un samedi. Merci infiniment d'être là, nombreuses et nombreux. Bienvenue à Sciences Po. Donc je représente mon institution et le programme Présage que j'ai l'honneur de diriger. Bienvenue pour ce colloque tout à fait exceptionnel Droit, justice et féminisme, organisé avec la Fondation des femmes et donc le programme Présage. Dans ce colloque, de façon tout à fait exceptionnelle, nous allons entendre des praticiens, praticiennes du droit, des chercheuses, des militantes féministes, des représentants politiques et institutionnels. C'est un moment tout à fait clé au moment où l'Union européenne s'apprête à adopter de nouvelles directives sur les violences faites aux femmes. Donc ce colloque est parfaitement bienvenu pour nous aider à comprendre à la fois ce que la recherche peut apporter, mais aussi ce que le terrain nous apprend. Alors avant de commencer très rapidement, je voudrais remercier la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer, de nous avoir proposé de co-organiser ce colloque, puisque c'est bien à l'initiative de la Fondation des femmes que nous accueillons ce colloque ici à Sciences Po. Pour l'organisation, je voudrais remercier Brenda Yango-Souillet, Aurélie Millon, Carole Piroté, Floriane Volt pour la Fondation des femmes. Merci infiniment. Du côté de Présage, je remercie évidemment ma collègue Violette Toyer pour son engagement général autour de Présage et pour son professionnalisme dans l'organisation des événements que nous organisons à Sciences Po, et ils sont très nombreux, croyez-moi. Je remercie également Geneviève Fraisse qui va intervenir et qui est une partenaire de la première heure du programme Présage. Donc voilà, nous sommes ravis de l'avoir avec nous, donc philosophe de la pensée féministe. Le cadrage scientifique sera assuré par Marie Mercade-Brun, professeure de droit affiliée à l'école de droit de Sciences Po. Et puis nous avons aussi pour le programme Présage Rezan Senac qui animera une table ronde cet après-midi. Je voudrais remercier Madame la ministre Isabelle Rome, ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité et de l'égalité des chances, de venir et donc qui interviendra dans l'ouverture de ce colloque. Merci infiniment Madame la ministre d'être parmi nous. Je remercie également l'ensemble des intervenantes et intervenants qui vont participer à ces tables rondes. Je ne peux pas citer tout le monde, mais ma collègue Marie Mercade-Brun fera un cadrage un peu général de la journée. Merci infiniment à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée et des discussions stimulantes, ce dont je ne doute absolument pas. Merci beaucoup. Merci, je vais juste rajouter quelques mots pour donner la parole, laisser le temps de parole à d'autres introductions plus importantes. Donc, en tant que coordinatrice scientifique, ce colloque symbolise vraiment des rapprochements qui ne sont absolument pas courants en droit, que ce soit chercheurs, praticiens et militants dans la sphère juridique. Il fallait bien que ce soit des femmes qui le fassent, et notamment donc l'intervention d'une ministre actuelle de l'égalité et enfin une ministre passée donc de la justice, Christiane Taubira, qui était à l'origine bien sûr de l'action de groupe qu'on évoquera plus tard. Je veux remercier donc bien sûr tous les intervenants qui sont venus ce samedi matin, les participants, et spécialement la Fondation des femmes qui, comme Hélène l'a dit, a vraiment pensé, a eu cette vision qu'on pouvait avoir une démarche originale, et c'est bien cela qu'ils ont une force juridique. Et donc remercie bien sûr sa présidente, Anne-Cécile Maillefer, et Floriane Volt, qui nous a vraiment aidé avec la coordination scientifique, et toutes les stagiaires notamment. Je trouve que c'est une forme de recherche-action. Et c'est ça l'originalité aussi de cette journée. Je souhaite remercier aussi personnellement Violette Toy de Présage, qui monte énormément d'événements et qui a compris les intérêts de tous les participants de différents horizons, des défis logistiques, de traduction, nous avons des intervenants venant des États-Unis, d'Italie. Et enfin, je voudrais dire que ce colloque s'inscrit dans une vision pratique et critique de ces questions de justice et féminisme, comme le souhaite en fait l'école de droit de Sciences Po,
où j'enseigne avec Elena Alviar, qui interviendra cet après-midi pour parler de l'Amérique latine, ce matin, dans la première table ronde. Et je veux signaler que nous avons une clinique d'accès au droit à l'école de droit qui, depuis 10 ans, grâce à les élèves de Sciences Po, contribuent à suivre, accompagner des personnes qui subissent des violences sexuelles et sexistes. Et c'est très amusant, cette clinique a été fondée par des avocates maintenant, la voilà, Sarah Becker, qui donc font partie aujourd'hui de la Fondation des femmes. Et donc la boucle est bouclée. Maintenant, place à la discussion. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Madame la ministre des Droits des Femmes, Madame la garde des Sceaux, Madame la vice-présidente du Sénat, Madame la députée, Mesdames, Messieurs les professeurs, chercheurs, chercheuses, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur tout particulier que d'ouvrir à Sciences Po ce premier colloque de la force juridique de la Fondation des femmes dédié au droit, à la justice et au féminisme. Il arrive qu'un objet de recherche vienne percuter l'actualité ou être même façonné par celle-ci. Il est pourtant rare qu'une question aussi millénaire que celle des droits des femmes et du rôle de la justice pour celle-ci n'en vienne pas seulement à faire la une des médias, mais devienne aussi l'un des principaux objets de débat qui traversent la société. Tribunal médiatique, présomption d'innocence, fin de l'impunité sont autant de mots qui sont venus peupler les gros titres des journaux depuis que le refus des violences sexuelles s'est invité en tête des préoccupations des Françaises et des Français. Pour autant, il ne nous appartiendra pas aujourd'hui de rejoindre le concert des indignations sélectives ou des différentes invectives. La volonté de la Fondation des femmes, en cette journée de colloque en partenariat avec Sciences Po, est de faire un pas de côté par rapport à l'actualité, ou devrais-je dire un pas de recul. Nous avons célébré ces derniers jours les 5 ans de MeToo. Nous en avons tracé le bilan, déploré les manques et exprimé les impatiences. La campagne de la Fondation des femmes, intitulée « Plus jamais seule », vise ainsi à rappeler aux femmes que pour les associations féministes, elles comptent, même lorsque la vague médiatique se retire et qu'elles se retrouvent seules face aux impasses judiciaires. Notre engagement, notre expertise, notre colère, militantes féministes, associatives ou praticiennes du droit, viennent de la réalité matérielle de ce que traversent ces femmes. Si nous avons souhaité cette journée en partenariat avec Sciences Po Paris, c'est que nous avons besoin d'universitaires pour échanger, creuser, comprendre et converger. La journée d'aujourd'hui ne vise ni à célébrer ni à déplorer, mais à prendre le temps de la réflexion, là où les dernières années, marquées par la précipitation, n'ont pas toujours permis de laisser place à la contradiction. 3 grandes questions me semblent dès maintenant mériter d'être posées de manière transversale, et je vous les soumets comme une invitation. La première se pose à la justice en tant qu'institution. Les femmes ont connu les bûchers de sorcières de l'Inquisition. Elles ont été tondues à la Libération. Et lorsque jugées mauvaises filles, elles ont toujours été violemment sanctionnées par l'institution judiciaire brutale. À l'heure où résonne enfin la nécessaire prise en compte des violences sexistes et sexuelles, notre institution judiciaire est-elle réellement capable d'entendre la parole des femmes ? La deuxième se pose à toutes les militantes et notamment aux féministes. Comment rendre compatibles les nécessités liées à notre cause et l'affirmation de principes généraux du droit ? Est-il possible de conserver ce cadre général tout en faisant progresser la cause des femmes ? De fait, dans l'histoire récente, on a vu bien des féministes réussir à se saisir du droit, depuis le procès de Bobigny jusqu'à la possible constitutionnalisation de l'IVG, on l'attend, Madame la Ministre, et le mobiliser au service de leur libération. La troisième question, qui ne saurait être la dernière, est pour notre société. Les violences faites aux femmes sont massives. Elles forment un continuum, sont parfois quotidiennes. Elles sont souvent partout et jusque dans les familles. Des agresseurs vivent avec leurs victimes. Dans ce contexte, le droit qui pense les violences comme des exceptions est-il adapté ? Ne faut-il pas tout repenser ? Car pour finir, en donnant toute sa place à la moitié de l'humanité, la justice ne disposerait-elle pas ainsi du levier d'une indispensable régénération, ouvrant la voie à une justice qui inclurait bien plus largement que les femmes, toutes les minorités. Pour ne rien vous cacher, ce que j'espère de cette journée en filigrane, ce sont aussi des échanges autour d'un cadre d'analyse, d'une philosophie féministe de la justice. L'impunité généralisée dans laquelle se retrouvent les violences faites aux femmes et leurs auteurs est-elle une anomalie dans un système de droit aristotélicien basé sur une égalité neutre et aveugle au genre ? Ou alors est-ce un oubli,
un manque de prise en compte des différences ou des spécificités prétendues des femmes qu'il suffirait de corriger? Et si c'était en réalité l'instrument d'une domination profonde des hommes sur les femmes, en d'autres termes, de la suprématie masculine? Partant de cette hypothèse et posant que la fin de la domination des hommes sur les femmes soit notre horizon, à quoi devrait ressembler notre droit et notre justice pour y parvenir? Pour citer Catherine McKinnon, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais que nous ne désespérons pas de recevoir un jour, « ôtez la botte qui nous écrase, nous saurons ensuite quelle langue parlent les femmes. » Parmi elles, ces femmes, je tiens à en remercier personnellement toutes les intervenantes qui marquent tant par leur qualité que par leur diversité cette journée. Merci, Madame la ministre Isabelle Rome, d'avoir accepté d'ouvrir cette journée à nos côtés. Merci à vous, Madame Christiane Taubira, dont l'engagement, autant que votre ténacité au gouvernement, a marqué à jamais le combat de toutes celles et ceux qui y sont discriminés. Merci, Madame la vice-présidente Laurence Rossignol, d'être notre relais et notre porte-voix au Sénat. Merci à Geneviève Fraisse, philosophe, dont l'exigence et le travail continu sur ces sujets nous a marqués pour des générations. Merci à toutes les chercheuses, praticiennes du droit et personnalités du monde associatif qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Merci aux organisatrices, bien sûr, Marie Mercade-Brun pour sa confiance, Hélène Périvier, Floriane Volt pour son efficacité et Violette Touillet, de Présage. Les débats seront riches et je n'en doute pas passionnants. J'espère qu'ils nous aideront à dessiner ce que pourrait être une justice féministe et à forger des convergences pour y parvenir. Un rêve modeste et ambitieux, mais qui, je n'en doute pas, nécessitera toute l'intelligence commune de nos esprits rassemblés. Les femmes n'en manquent pas, nous pouvons y arriver. Je vous souhaite une excellente journée de travaux. Merci. C'est pas grave. Madame la ministre, Merci, Madame la Présidente. Madame la ministre, chère Christiane Taubira, Madame la vice-présidente du Sénat, chère Laurence Rossignol, ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes, Mesdames les parlementaires, Madame la présidente, chère Anne-Cécile Maillefer, Madame la directrice, chère Hélène Périvier, Madame la professeure, chère Marie Mercade-Brun, bonjour à toutes et à tous. Bravo pour l'organisation de cette journée, pour cette initiative. Quel beau titre! Justice, droit et féminisme. Oui, c'est une très belle initiative et audacieuse que je ne peux qu'encourager. Il y a 5 ans, effectivement, notre société a dessillé son regard. Il y a 5 ans, une révolution culturelle s'est produite sous nos yeux. Cette révolution était impérative. Impérative tant nous avions tous collectivement laisser les femmes victimes de violences enfermées dans leur huis clos. Une chape de plomb s'est levée pour libérer cette parole trop longtemps tue, trop longtemps opprimée. Ce mouvement ne vient pas de nulle part tout de même, car les mouvements de femmes ont toujours fait progresser la société. Et ces mouvements ont toujours eu aussi la conviction qu'un monde meilleur pour les femmes est un monde meilleur pour toutes et tous. Et je partage vraiment cette conviction. Oui, au fil de l'histoire, parfois au péril de leur vie, les mouvements de femmes ont infusé, appelant dans les consciences collectives. Et j'aimerais aussi peut-être insister sur le fait que la pensée féministe, les mouvements féministes et le droit peuvent être intimement liés, en tout cas que la pensée et les mouvements féministes sont des accélérateurs du droit et que le droit doit toujours justement être en protection des femmes. À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, nous voyons l'avènement de cette pensée féministe, notamment avec la publication du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je ne vais pas m'étendre sur tout cela, vous les connaissez, puis je sais qu'il y a des historiennes, des chercheuses ici. Des mouvements féministes, le MLF,
les 343 signataires de la tribune qui exigent la dépénalisation de l'avortement, le procès de Bomigny, vous l'avez rappelé, chère Anne-Cécile. On voit bien qu'il y a toute une avancée de la pensée, des mouvements, et puis donc dans le même temps, à un moment donné aussi, finalement la prise en compte de cette pensée qui va faire que les politiques vont aussi finalement prendre conscience et avec volonté faire passer certaines lois. On peut penser à la loi Neuwirth en 1967 qui autorise la contraception. C'est intéressant parce que c'est un homme d'ailleurs, hein, c'est un sénateur qui porte cette loi. Et cette loi, il a fallu 2 ans pour que les décrets sortent, ce qui montre bien qu'il y avait une volonté politique à un moment donné, mais de forte résistance dans les administrations centrales. Et puis, on peut citer bien sûr ensuite une autre loi qui me paraît très fondamentale sur le plan symbolique, c'est la loi de 1970 qui supprime finalement la notion de puissance paternelle pour reconnaître l'autorité parentale conjointe. Et sur le plan symbolique, c'est extrêmement important puisqu'on voit que finalement, elle fait référence à un modèle de société construit sur une famille où règne l'autorité parentale et plus la puissance paternelle. Voilà. Alors même si dans les faits aujourd'hui on voit que certains modèles subsistent encore, en tout cas cette loi a été, me semble-t-il, une grande avancée justement sur le plan de changement des modèles. Et puis bien sûr la loi de 1973 portée par Simone Veil qui dépénalise l'avortement, et je ne vous rappellerai pas justement à toutes les oppositions qui se sont manifestées par rapport à cette loi et comment elle a dû batailler au sein de l'Assemblée, comme Christiane Taubira d'ailleurs a eu à batailler au moment de la loi du mariage pour tous. Et puis les lois sur la parité en politique, je pense que c'est de la parité en politique, puis sur la parité dans les conseils d'administration dans les grandes entreprises qui donc marquent les années 2000, et qui sont elles aussi des avancées, et qui ont elles aussi, été à un moment donné des arrachées, j'allais dire, parce que ce sont des politiques qui à un moment donné ont eu le courage de voter ces lois, mais il y avait toujours de fortes résistances tout de même au sein de la société, même si justement les courants féministes les portaient. Combien de fois, je pense que vous aussi, on l'entend encore parfois, on nous dit mais vous voulez privilégier les femmes plutôt qu'à l'intelligence, comme s'il y avait une incompatibilité, je caricature un peu, comme s'il y avait une incompatibilité entre les deux, et puis c'était aussi les éternels arguments, mais on ne les trouve pas, elles ne se présentent pas, on ne les trouve pas. Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que on voit sur le plan quand même de la politique, on est passé d'une Assemblée nationale à 11%, à une Assemblée nationale à 38% à peu près de femmes. Donc on voit l'effet positif que les lois sur la parité en politique ont eu. Et s'agissant des lois sur la parité dans les conseils d'administration, c'est très important aussi parce que quand vous interrogez des chefs d'entreprise, ils ou elles vous disent qu'en fait, justement, le fait d'avoir à aller chercher ces femmes qui, effectivement, n'étaient pas forcément dans les viviers a permis de sortir de l'entre-soi qui, justement, alimentait toujours, finalement, ces conseils d'administration des plus grandes entreprises et a apporté, justement, de nouveaux souffles à l'entreprise, de nouveaux talents. Et finalement, ça a été vraiment un plus pour les entreprises. Et puis, 2017, 2019, on a MeToo, bien sûr, et puis aussi cette prise de conscience collective avec aussi des manifestations, des tribunes, sur le fait que les violences commises au sein du couple ne sont pas des affaires privées et qu'elles concernent toute la société. Et là, je dois rappeler donc le Grenelle organisé par le gouvernement en 2019, donc auquel j'ai participé activement lorsque j'étais au ministère de la Justice, donc comme haute fonctionnaire, avec des avancées notables, que ce soit en termes de protection des victimes, avec la multiplication des téléphones grave danger, on est passé de 300 à plus de 3000 aujourd'hui, la mise en place des bracelets anti-rapprochement, on en a 800 à peu près actifs aujourd'hui, l'accélération aussi des délais
pour obtenir des mesures de protection. En 2016, on était encore à 40 jours de délai. En moyenne, il y avait une étude qui avait été faite pour obtenir une ordonnance de protection. Aujourd'hui, on a un délai de 6 jours. Voilà, c'est tout de même très important que de pouvoir avoir cette justice proactive en matière de protection. Et puis aussi un nombre de places d'hébergement d'urgence qui a considérablement augmenté, plus 80% de places d'hébergement. On en a 9 000 aujourd'hui, on en aura 10 000 d'ici la fin de l'année, 11 000 en 2023. Un autre aspect aussi qui a été largement pris en compte lors du Grenelle des violences conjugales et qui n'était pas vraiment apparu dans le média politique et médiatique, même s'il était au cœur de l'action judiciaire, c'est la prise en compte de la prévention de la récidive et aussi la prise en compte du fait qu'il n'y a pas de réelle protection des victimes, enfin pas de protection des victimes efficace si on ne fait pas de la prévention de la récidive et si on ne prend pas en charge la violence des auteurs de violences. Et puis un aspect aussi extrêmement important, et là je pense, et ça va faire justement la transition avec la suite, la nécessité de formation poussée pour l'ensemble des acteurs de la chaîne intervenant justement dans le traitement de ces violences. Donc des efforts énormes ont été faits. On a aujourd'hui 160 000 policiers et gendarmes formés, de gros efforts qui ont été faits à l'école de la magistrature et je sais pour y avoir participé avec, bon, certes dans la formation initiale maintenant c'est inscrit, donc on peut, les magistrats ont tous une formation quand ils vont entrer en poste sur le traitement de ces violences, et puis aussi une amélioration dans les formations continues avec des formations délocalisées et une formation obligatoire lorsqu'il y a des changements de fonction. Mais on le voit bien, les chiffres ne baissent pas. Et bien sûr que tout ne vient pas du traitement de la parole des victimes. Je pense qu'il faudrait parler aussi de prévention, d'éducation, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Il ne faut pas oublier tout de même non plus ces piliers. Mais s'agissant du traitement de la parole des victimes, voilà, je pense que voilà, beaucoup a été fait, on progresse, mais peut-être qu'on ne va pas encore assez loin. Donc moi, j'insiste beaucoup sur le fait que donc les moyens sont renforcés, la Première ministre l'a indiqué, on aura aussi un doublement des enquêteurs spécialisés, et je pense que ça va dans le bon sens, puisque justement, ça va dans le sens d'une meilleure formation des acteurs. Et c'est aussi le sens de la mission parlementaire que la Première ministre a confiée à une députée, donc Émilie Chandler, et à une sénatrice, Dominique Vérien, pour faire un bilan justement de l'existence sur le plan du traitement judiciaire, mais aussi pour faire toute préconisation pour avoir une justice peut-être plus réactive, plus performante, et peut-être une justice qui pourrait être spécialisée, l'enjeu étant de concilier une forme de spécificité et de proximité. En tout cas, il est sûr que je suis avec la plus grande attention cette mission. Ce que j'aimerais dire, j'aimerais, puisque voilà, je suis une ancienne magistrate et que je suis aujourd'hui ministre et que j'ai eu aussi des années de pratique, notamment de cour d'assises, qui m'ont permis de constater un certain nombre de choses et de voir combien toujours c'était les mêmes scénarios qui se reproduisaient, et notamment aux assises. Alors c'est vrai que les assises, c'est là qu'on juge le pire, c'est-à-dire que les assises, c'est quand il y a soit féminicide, soit des viols conjugaux, par exemple, ou des viols qui ne soient pas conjugaux. Mais s'agissant notamment des violences conjugales, j'allais dire, j'ouvrais un dossier et je voyais toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire ce mécanisme, je veux dire, d'enfermement de l'autre, en fait, et qui démarre très vite, quasiment au début de la constitution du couple. Je veux dire, c'est souvent un couple d'ailleurs qui démarre très fort, j'allais dire, et puis après, hop, tout de suite, allez, on va isoler l'autre, on va la faire s'éloigner de sa famille, de ses amis, on va lui faire quitter éventuellement son travail, et puis les humiliations vont commencer, et puis le harcèlement, les SMS, 200 SMS par jour, t'es où, tu fais quoi, voilà.
Et si elle est coiffeuse, je veux pas que tu fasses des shampoings à un homme, et tu regardes par terre quand tu marches. Et puis des insultes si elle fait trop cuire le rôti. Et puis le lendemain, ma chérie, t'es merveilleuse, un très beau bouquet de fleurs. Et voilà. Et les femmes, elles sont complètement détruites quand elles sont traitées comme ça, parce qu'elles ne savent plus et elles perdent finalement leurs repères. Et comme elles me l'ont dit souvent, elles se sentent comme des serpillères. Alors on comprend bien qu'il soit difficile de partir quand on se sent comme une serpillière et difficile de reprendre son envol, et que oui, parfois elles partent, elles reviennent, voilà. Et je pense que si on ne comprend pas tout cela, on passe à côté justement du danger dans lequel elles se trouvent. Trop longtemps, on a dit qu'elles étaient ambivalentes, qu'elles ne savaient pas ce qu'elles voulaient, etc. Voilà. Et là, aujourd'hui, on sait pourquoi il y a ces allers-retours. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que aussi nous allons travailler sur un nouveau dispositif de PAC Nouveau Départ, qui consistera à mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement des femmes au moment où elles auront une mesure de protection, qu'il s'agisse d'une allocation, d'une aide à la garde d'enfants, d'une aide au retour à l'emploi ou à la formation, un accompagnement psychologique, sans qu'elles aient besoin d'aller frapper à toutes les portes, mais justement pour être accompagnées afin que ce départ ne soit pas un faux départ. Quand je dis départ, j'éclaircis le point, c'est le départ de la relation, parce que ce PAC, il a vocation aussi à s'appliquer, même si elle reste au domicile et que c'est le conjoint qui est écarté. Voilà. Et donc ça... prendre conscience de cela, ça veut dire aussi que c'est accepter l'apport des sciences humaines. Et ça, c'est peut-être un point important sur lequel j'aimerais insister, puisque sur cette journée de féministe, droit et justice, les sciences humaines nous ont permis d'évoluer, justement pour comprendre ce mécanisme, notamment de l'emprise. Peut-être même, c'est une petite... piste que je lance comme ça, peut-être même qu'on pourrait aller un peu plus loin. Et je suis assez intéressée, moi, je trouve, par les travaux qui sont menés sur la notion de contrôle coercitif. Peut-être que vous aurez en reparler dans la journée, parce qu'en fait, quand on parle d'emprise, comme c'est un terme qui a été beaucoup employé, parfois il y a un peu des contresens. L'emprise, c'est pas une situation dans laquelle la femme se met, hein. Enfin, c'est bien un mécanisme d'oppression, voilà. Et je trouve que la notion de contrôle coercitif est assez claire, parce que, alors elle est peut-être compliquée, j'allais dire, sur le plan public, enfin, à entendre comme ça, mais on comprend bien d'où ça vient, et que c'est bien un contrôle coercitif, et qui pourrait être intéressant, parce qu'il pourrait constituer comme un répertoire de comportements, de contraintes, menaces, contrôles, humiliations, qu'on pourrait qualifier. Apport des sciences humaines aussi pour justement bien prendre conscience de ce qu'est le psychotrauma, hein. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que ça c'est extrêmement important pour aussi bien comprendre ce qu'est l'impact des violences au sein du couple sur les enfants, hein, qui peuvent être victimes directes, mais même si elles ne sont pas victimes directes comme on l'entend, j'allais dire au sens commun, elles sont traumatisés, ils sont traumatisés, et justement là aussi les sciences humaines ont montré combien des enfants exposés aux violences conjugales sont traumatisés et sont donc victimes. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu un décret de fin 2021. Donc pour moi c'est très important, prendre en compte cet apport des sciences humaines, et aussi, je pense, ne pas hésiter à se référer à un texte international qui est la Convention d'Istanbul, adoptée par le Conseil de l'Europe en 2011, adoptée par la France en 2014, si je me souviens bien, et qui reconnaît la notion de violence de genre et surtout le caractère structurel de la violence faite aux femmes. Et je pense que c'est très important de le porter. Là, ces derniers temps, j'ai fait pas mal de déplacements au sein de l'Union européenne. On voit qu'il y a encore des résistances dans certains pays à aller vers ce texte, à le ratifier. On voit aussi que des pays conservateurs s'en sont retirés. Donc je pense je pense que c'est important que nous puissions le porter, parce que c'est une bonne base aussi pour
j'allais dire, expliquer aussi un certain nombre de changements de paradigme, etc. L'Espagne fait référence explicite à la Convention d'Istanbul. Voilà, pour moi, ces 2 points me paraissaient très importants. C'était un peu une contribution à la réflexion au-delà j'allais dire, de mon activité et de ma feuille de route de ministre. Mais d'ailleurs, ça en fait partie parce que j'entends bien aussi les faire valoir dans cette feuille de route. Donc voilà, ce que j'aimerais terminer en vous disant que oui, bien sûr, MeToo, et c'est ce que vous dites dans le propos introductif de votre journée, MeToo est un tournant. Oui, bien sûr, c'est un tournant. C'est un tournant pour la libération de la parole, mais aussi, on peut dire, des femmes. Certainement aussi un tournant pour leur reconnaître une plus grande dignité. On voit qu'il faut aller plus loin. On voit qu'il y a eu des évolutions, évolution de loi, évolution de pratiques, évolution dans les dispositifs, dans les politiques. Peut-être, vous avez employé ce terme, Anne-Cécile, de régénération. Peut-être, voilà, il faut peut-être aller un peu plus loin. En tout cas, nous avons à agir de manière claire et assez forte face aussi à la montée des conservatismes qu'il ne faut pas oublier tout autour, partout dans le monde et tout autour de nous, même pas très loin d'ici, voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous le savez, le gouvernement soutiendra la constitutionnalisation du droit à l'avortement, parce que la Constitution, c'est peut-être le meilleur rempart quand même pour ce droit. Souvent, je dis que ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut le défaire. Eh bien, on peut penser que quand on met un verrou constitutionnel, la loi est davantage sanctuarisée. Et puis aussi, je ne peux pas terminer mon propos sans penser à toutes les femmes qui sont menacées, violentées, tuées, je veux dire, en Afghanistan, en Iran. Voilà, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je me battrai toujours pour que le droit soit une garantie pour la liberté des femmes, pour l'égalité, la justice, jamais un facteur d'oppression. Et en terminant par Simone de Beauvoir, que je cite souvent, mais j'aime tellement cette citation que je ne peux pas m'empêcher de vous la repartager, c'est « Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres, et jamais seul », je rajouterai. Voilà, merci à vous et bons travaux.